désolé, je fais des questions à votre place. Non, on est là pour ça, pour que la parole circule. Hein. Laurent Vissère, moi, si vous voulez rebondir sur l'histoire, comme votre spécialité, et justement, quelle vision vous avez dans Game of Thrones de la place, je dirais, des grandes forces sociales, des grandes maisons, des rapports de force, de la façon dont le pouvoir est constitué historiquement, avec ses affrontements entre maisons, avec ses rancunes, avec ses méfiances, avec cette féodalité, et puis celui qui est sur le trône, et qui sont quand même des vassaux, mais un peu remuants. Quelle est la vision que vous voyez dans Game of Thrones entre des visions de l'histoire différentes? La vision où c'est plutôt les forces économiques, sociales, les grandes tendances qui font l'histoire, et une autre vision, probablement que les deux sont un peu caricaturales toutes les deux si elles sont excessives, qui est la vision de l'homme providentiel, du grand homme qui fait tout et les gens ne font rien. Comment vous voyez justement ce rapport au pouvoir, aux grandes familles, aux grandes maisons, aux individus, aux grandes masses? Quelle est la vision de l'histoire que vous voyez dans Game of Thrones? Disons que là, il y a une série de questions en batterie, alors je vais essayer de répondre. C'est avant tout une monarchie de type féodal, c'est-à-dire que nous avons un roi qui est plus ou moins un roi de droit divin. Il y a un rapport très fort avec la religion des Septons à Port-Réal, en tout cas. Et un lien qui va être rompu par Cersei lorsqu'elle détruit entièrement la religion, mais là, là on est dans la démesure complète. Pour le reste, la vision de Martin dévie pas mal de la réalité, parce que, certes, dans tout conseil royal, il y a les représentants des grandes familles, ça c'est tout à fait normal, et il y a tout un jeu dynastique fait d'alliances, de mariages, et un jeu complexe, et on voit très bien que lorsque on ne joue pas le jeu, eh bien, ça vole en éclats. On l'a évoqué pour les noces pourpres, mais on le voit également avec Tyrion et Cersei, lorsque leur père essaye de va les marier contre leur gré. Hein, ils font la gueule tous les deux parce que c'est pas normal. À leurs yeux, ils n'ont pas du tout envie d'épouser, mais le lignage compte avant tout. Ça, c'est la politique tout à fait féodale. Ensuite, là où on s'écarte de la réalité, c'est qu'on a une espèce d'utopie monarchique avec un royaume qui recouvre d'autres royaumes et cette couronne. Alors ça, c'est totalement impensable parce que lorsqu'on fait passer sous sa souveraineté un ancien royaume, il n'est pas question de garder la famille régnante avec un titre inférieur. C'est-à-dire que les Stark qui étaient rois du Nord ne peuvent pas se retrouver gouverneurs du Nord. Parce que les forces centrifuges seraient trop fortes. On installe à la place un homme, et ça serait plutôt le cas des Bolton. À ce moment-là, voilà, on prend quelqu'un qui est d'une ascendance beaucoup moins prestigieuse et qui va devenir donc l'homme du roi sur place. Là, oui, ça c'est dans la réalité. Mais l'idée que les Tully, toutes ces familles régnantes ont accepté la domination d'un roi supérieur, qui serait plutôt de ce titre un empereur, relève en fait du fantasme qu'on trouve au Moyen-Âge dans la littérature. Par exemple, en Orient, vous avez l'empire du prêtre Jean, ce personnage tout à fait imaginaire qui aurait régné sur toute une série de peuples, et le prêtre Jean, qui est chrétien donc, impose son autorité à des rois souvent monstrueux, parce qu'il y a des cyclopes, des unipèdes, toutes sortes de peuples vraiment monstrueux, qui gardent finalement une monarchie. Mais par contre, en France ou en Angleterre, il n'est pas question d'avoir un roi soumis à un autre roi. Si on prend l'exemple de l'Angleterre, l'Écosse, tant qu'il y a un roi, l'Écosse est indépendante. Et lorsque les Anglais mettent la main sur l'Écosse, ils ne gardent pas la famille régnante. C'est impensable. Ensuite, pour les forces économiques, bien, on les voit pas beaucoup. Alors on voit Port-Réal, c'est une vraie ville avec une vraie économie. Mais je dirais que c'est à peu près la seule. C'est fascinant de voir Winterfell où il y a un énorme château au milieu de rien. On ne sait pas ce qu'il gouverne, on ne sait pas où ça va. Il y a bien une ville ouverte qui se met tant bien que mal en place, mais c'est quand même très très limité. Et j'aime beaucoup aussi les terres du Don au sud du mur qui sont a priori exploitées par la garde de nuit. Et on se demande ce qu'ils peuvent exploiter. Ça a l'air d'être de la toundra ou un climat subarctique, donc il n'y a pas d'agriculture, à la limite peut-être quelques moutons.
mais l'économie rurale n'est pas vraiment bien représentée, mais là encore c'est très médiéval, on méprise le vilain, tout ça fait pas rêver un paysan. Nicolas Allard, toujours dans la notion d'épopée démesurée, il y a évidemment les marcheurs blancs. Quelle est, selon vous, la place que ces marcheurs blancs ont dans la construction scénaristique de l'histoire? Alors elle n'est pas la même en fonction des romans et de la série. Ils sont beaucoup plus présents dans la série que dans les romans, où il reste dans les romans une menace assez éloignée qui nous fait, voilà, qui est parfois une menace plus inquiétante quand on ne la voit pas que quand on la voit réellement. Je dirais que les marcheurs blancs, ils renvoient à la symbolique finalement de l'ensemble de la saga, à savoir que c'est une saga extrêmement meurtrière, il faut le rappeler aussi, c'est ça la démesure. Il y a une démesure dans le fait de tuer autant de personnages importants, principaux, auxquels on s'attache, et parfois de manière très surprenante. Et ce qui est intéressant, c'est que les marcheurs blancs, leur armée est composée de morts, et ces morts, c'est comme si finalement on cherchait à montrer que l'humanité, qui a été particulièrement meurtrière, eh bien, on lui jetait à la figure toute sa violence, toute la violence qui a été répandue précédemment, puisque on attaque l'humanité avec ses propres armes. L'humanité a été très violente, elle a répandu le sang, et bien, on va répandre son sang avec ceux qui sont déjà morts, qui sont déjà partis. Donc c'est presque une manière un peu métaphorique de montrer à quel point finalement on récolte ce qu'on sème, hein, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du réchauffement climatique, parce que c'est souvent un rapprochement qui est fait avec l'image des marcheurs blancs, l'idée selon laquelle l'humanité parfois va agir sans véritablement réfléchir et à plus ou moins long terme va récolter les mauvais fruits de ce qu'elle a pu semer. Quand on regarde bien finalement tout ce qui se passe au fur et à mesure des épisodes ou des livres, même s'il y a des différences sensibles, on voit quand même que, en effet, ça décoiffe, ça massacre, ça tue beaucoup, y compris surtout au départ, hein, dans la première saison. Là, on a une vraie... Après, on commence à s'habituer un peu à la mécanique, mais au début, on est quand même... On voit venir, hein, quand il dit à Cersei, je pense que vous avez tous eu la même réaction, en tout cas tous ceux qui, dans leur vie, ont fait un peu de politique, ont tout de suite senti qu'à ce moment-là, il était mort. C'est au moment où il prévient Cersei qu'elle a 2 jours pour se sauver. Et à ce moment-là, on se dit tous, il est trop bête, il est mort. Voilà. Et ça, c'est frappant quand même, parce que c'est la première fois, ça vous prend quand même si on le voit un tout petit peu venir juste avant, c'est pas le personnage qu'on imagine éliminé dès la première saison. Donc là, on voit déjà ça. Mais au-delà de ça, quand même, quand on découvre, encore une fois, par la lecture ou par la série, la violence qui s'exprime, on est dans le crime de guerre, le nombre de prisonniers qu'on exécute, hein, y compris dans la dernière saison. On est dans le crime contre l'humanité, hein, on massacre les civils, hommes, femmes et enfants, et on extermine parfois les groupes entiers. Et puis, on n'est pas loin des pires atrocités. Est-ce que vous pensez que dans cette œuvre, en tout cas telle que vous l'avez analysée, vous l'avez lue, vous l'avez regardée aussi pour la série, est-ce que vous avez l'impression que Martin brasse aussi, bien sûr, il y a le médiéval, il y a tout ça, mais est-ce que derrière, il ne brasse pas aussi toute la violence, vous parliez de la violence de l'humanité, toute la violence du XXe siècle? Ah oui.